Le début du XXe siècle voit une prospérité des classes moyennes et supérieures liée à la modernisation de l'industrie, prospérité qui contraste avec les conditions de vie et de travail des classes populaires qui, elles, doivent suivre des rythmes de plus en plus rapides imposés par les machines, au risque de se retrouver mutilées par celles-ci. Des classes populaires qui également se voient contraintes d'envoyer leurs enfants travailler à l'usine pour subvenir aux besoins de la famille. Et donc dans ce contexte social un peu particulier, contexte auquel on pourrait rajouter également l'évolution de, comment dire, plutôt la diffusion d'idées, des idées de la sociologie et de ces analyses justement des conditions de vie et d'existence des différents groupes sociaux. On voit l'intérêt de certains photographes pour ces sujets-là, intérêt qui est comment dire, également permis par l'invention et l'apparition d'appareils photo de plus petits formats, utilisant non plus des plaques de verre comme support pour les prises de vue, mais de la pellicule en rouleau. Et le fait de passer à des appareils photo plus petits et à des supports d'enregistrement des images comment dire, plus faciles à charger et recharger, eh bien, on peut maintenant envisager, en ce début du XXe siècle, on peut envisager de photographier son sujet de manière beaucoup plus rapide, comment dire, de façon plus spontanée. Pour charger un appareil photo en plaque de verre, il faut un certain temps pour manipuler les plaques, et il se passe un temps entre deux vues. Avec de la pellicule en rouleau, on réarme, comme on dit, l'appareil photo entre deux vues en l'espace de quelques secondes et on peut photographier comme ça une sorte de séquence, on peut photographier beaucoup plus rapidement. Donc ces ingrédients-là, associés en plus à l'évolution des techniques d'imprimerie et une évolution de la demande d'images imprimées dans les quotidiens, vont faire que finalement le photojournalisme et la photographie documentaire vont se développer. Ici vous avez un exemple américain de photographie documentaire. Ici on est en Allemagne, ce sont des photographies d'August Sander qui documentent la société allemande comment dire, de la fin de la République de Weimar, en fait, donc avant l'avènement de, du nazisme en Europe. Il va photographier comme ça les différents acteurs de cette société, différents groupes sociaux, cherchant à produire une vision documentaire de cette société allemande. La photographie, le photojournalisme se développe également. Ces appareils photo compacts permettent d'être vraiment au plus près des combats et de ce qui se passe. Et le fait de placer le sujet, alors ici en plein combat, mais précédemment dans une usine devant une fillette ou en face de maçons ou de boxeurs, crée un changement dans la distance entre le photographe et son sujet. Et donc, mécaniquement, eh bien, un changement dans la distance entre le spectateur et le sujet de l'image, puisque nous voyons au travers des yeux du photographe. Et comme cette distance entre le sujet et le spectateur est raccourcie, associée en plus à une forme de spontanéité dans l'image, eh bien, notre rapport au sujet change. Nous en sommes plus proches, et donc nous nous sentons potentiellement plus concernés par le contenu de l'image. Et donc là, on va voir aussi une évolution de la psychologie du regardeur par rapport à la photographie. En Europe, la photographie documentaire compte de grands noms de la photographie. Henri Cartier-Bresson en fait partie, bien évidemment, et on voit ici dans cette image une de ces illustrations des premiers congés payés en France, lors des années du Front populaire. Voilà, il y a de nombreux noms de la photographie documentaire en Europe et en France en particulier. On va voir dans la prochaine vidéo ce qui se passe au niveau des États-Unis.